C'est le retour et on passe à d'autres sujets. On va parler du Togo, évoquer la sécurité, la situation sécuritaire dans le Togo. On la connaît, eh bien c'est dans ce contexte que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a acté il y a quelques jours la création de nouvelles unités de police sur toute l'étendue du territoire. Au total, 55 commissariats et 5 postes de police vont voir le jour. Les nouvelles unités réparties pour la plupart dans les nouvelles communes ont une compétence territoriale fixée au périmètre urbain et sururbain de la localité. C'est ce qu'a précisé le général Damham Yak. Leur mission sera entre autres de protéger les personnes et les biens, maintenir et rétablir l'ordre public ou encore lutter contre le crime organisé et la délinquance. Alors, la situation, Georges Hérault, la situation sécuritaire du pays aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle impose ce nouveau dispositif en termes de sécurité intérieure, de création de commissariats, de postes de police? Je voudrais d'abord saluer la décision du ministre général Yark Damhan, le féliciter pour tout ce qu'il fait pour la sécurité dans notre pays, la protection civile. Tout d'abord, avant de répondre à ta question, il faut que je puisse faire un briefing sur l'administration de l'État. Oui. Parce que vous savez, l'administration de l'État passe par 3 niveaux d'administration: l'administration centrale, l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée. Et quand vous parlez de l'administration centrale, où vous allez trouver les organes centraux de l'État, les directions centrales de l'État, et vous allez voir les ministères, etc. Et pour pouvoir gouverner dans tout le pays, partagent leur pouvoir ou bien déconcentrent leur pouvoir au niveau des organes déconcentrés. Et pour ce qui nous concerne, au niveau de la décentralisation, on parle de la fraction ou bien le fait de morceler le territorial en commune, en collectivité territoriale. Il se fait que, je prends principalement chez nous, il se fait que lorsqu'on a commencé les activités au niveau de notre commune, le problème de la sécurité se pose et s'impose à nous. Et heureusement, le ministre avait répondu. Le problème de la sécurité dans quel sens? Dans le sens de la protection des biens, de la circulation des personnes et des biens, même de notre édifice, de nous en tant qu'exécutif. Vous savez, l'administration communale fait en sorte qu'il y a l'exécutif, le maire, les agents qui sont au niveau de la mairie, et nous devons faire des sorties sur le terrain pour un certain nombre de choses. Et surtout avec le contexte actuel de l'extrémisme, du terrorisme, vous devez savoir qu'il y a un certain nombre de choses aujourd'hui que les maires s'inquiètent parce que vous ne pouvez pas sortir comme ça et que vous êtes exposé à tout vent, hein, à tout vent. Oui. Et là, le ministre avait anticipé déjà en prenant des dispositions de garde de l'exécutif, précisément les maires. Et là, ça a été déjà félicité. Aujourd'hui, nous avons les commissariats qui viendront appuyer notre autorité, j'allais dire, parce que quand on parle de l'administration d'une commune, on parle aussi de l'exercice d'une autorité, et l'autorité aussi passe, je ne dis pas que la totalité passe par la force régalienne, mais je pense que ça passe aussi par la police et les commissariats. Et donc, oui, je pense que... Est-ce que aujourd'hui, vous avez constaté, par exemple, dans vos communes, qu'il y a une sorte de recrudescence de la délinquance? Oui, la délinquance, oui. Vous allez voir les jeunes qui abandonnent l'école et qui sont derrière les murs pour fumer ce que vous appelez la chicha, la cocaïne. Non, pas cocaïne, la drogue de tramadol et autres, etc. Les cannabis qui fument, et puis la gendarmerie qui est loin depuis Palimé avant d'arriver, etc. Alors que c'est les nuits, il n'y a pas de patrouille, il n'y a rien. Et vous voyez, c'est compliqué. Il y a même, je me rappelle de l'histoire de Covid, lorsqu'on avait même interdit
interdit les matchs de football. Le maire qui était parti sur le terrain, il n'avait personne, il n'avait pas de garde, il devait aller sur le terrain comme ça, alors que vous voyez l'effectif même de nos forces de l'ordre et de défense est un peu problématique du fait que peut-être le personnel qui est un peu moins, les tâches qui sont illimitées, ils doivent être ici et plusieurs localités à la fois. Et aujourd'hui, nous pensons que l'organe central ou bien l'administration centrale a bien vu le problème, le besoin qui est sur le terrain, et il a bien vu qu'aujourd'hui, les communes, les nouvelles communes ou bien les nouvelles communautés semi-urbaines doivent quand même bénéficier de ces appuis sécuritaires pour pouvoir administrer librement leur territoire, leur périmètre communal. Jérôme Sossou, vous accueillez cela aussi favorablement, ce nouveau dispositif en matière de sécurité intérieure? Au-delà de la félicitation, je voudrais même donner un triangle de platine au général Yack par rapport à cette décision noble. Je me dis qu'il n'est pas à son premier essai. J'ai vu par le passé qu'il a déjà créé la police de proximité à Lomé. Et déjà à partir de 16h, 16h30, vous allez voir des gendarmes, enfin un groupe mixte de gendarmes, de policiers et puis de militaires, sillonner tous les quartiers, même les banlieues les plus reculés de la ville, du centre-ville de Lomé. Et c'était quand même pour désillusionner, pour dissiper ces braqueurs. J'ai même vu, il avait motorisé un corps, une unité au niveau de la plage, qui en tout cas faisait la chasse de ces délinquants qui coupent la route à nos mamans ou nos commerçants du grand marché. Et donc, maintenant, si le général a trouvé mieux par rapport à ces nouvelles communes, qu'il faut des unités, qu'il faut des commissariats pour seconder, pour appuyer déjà des gendarmeries qui sont dans certains villages ou dans certaines communes, je dis que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je n'ai même pas hésité à lui attribuer, comme je le fais dans mon journal, le triangle des enjeux, il y a une rubrique par laquelle j'attribue des prix à ceux qui ont pris des initiatives assez nobles pour les encourager, et des prix pour dire à ceux qui ne font pas bien de faire bien. Donc il y avait 6 prix au total, 3 en descendant et 3 en haut, et donc parmi ces prix, j'attribue le triangle de platine au général Yack. Maintenant, c'est vrai, la décision est sortie. Maintenant, mon inquiétude, elle est encore grande. Mon inquiétude, elle est encore grande dans la mesure où je me pose la question de savoir comment ça va se faire. Il y a la logistique là-bas, il y a le personnel, il y a les nouvelles technologies, les bâtiments même qui vont abriter ces commissariats, ces postes de police. Je me dis, est-ce que cela pouvait quand même être facile aujourd'hui à faire? J'ai constaté sur la liste, j'ai lu sur la liste, la commune, la 4, qui est de mon village, qui est mon village en Point. Je sais qu'il y a déjà une gendarmerie en Point, une gendarmerie qui, en tout cas, aujourd'hui, a peut-être 5 ou 6 gendarmes, tout simplement, pour un canton de plus de 22 villages. Un canton plus de 22 villages. 4 ou 5, 6, tout au moins 10 gendarmes, je ne crois pas que ça ne pourra pas faire... Sous-effectif. Sous-effectif. Je sais que Enfouin est un grand village, et Enfouin, il y a 3 cantons, et chaque canton a une gendarmerie. L'effectif même pour toute cette communauté,
pour tous ces 22 villages-là, c'est encore insuffisant. Ce qui fait que les gendarmes qui sont dans mon village souffrent énormément. Énormément, je dis bien. Ils n'ont même pas, la brigade n'a pas de voiture, n'a pas un véhicule. Je le dis parce que je connais la situation. C'est compliqué. Maintenant, s'il faut aller prendre quelqu'un, les gendarmes utilisent leur moto. Quelqu'un devant, le criminel, plus ou moins, est entre les deux, au milieu. Eux-mêmes, ils sont en danger. Là. Ils sont en danger. Ils sont en danger. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, c'est une bonne chose. Maintenant, comment ça va se faire, le déploiement? Combien de policiers on va envoyer à Anfouin, par exemple? Dans quel est le bâtiment qui va les abriter? Il y a ça aussi. La logistique même. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va déployer, est-ce qu'on va leur envoyer, leur donner des armes assez sophistiquées? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la criminalité est d'une grande ampleur. Le banditisme court. Georges l'a dit. Ce n'est pas seulement dans son village. Aujourd'hui, les jeunes là fument la drogue à visage découvert. Hier, on se cachait avant de le faire. On se cachait véritablement de le faire. Mais aujourd'hui, les jeunes fument la drogue devant tout le monde. Devant tout le monde. Et on n'a pas la force de le faire. Dans ma commune, dans Golfe 6, là, avec Pozo, tout ce qui se passe tous les jours, matin, midi comme soir, c'est compliqué. C'est compliqué, même devant la maison. Je dis comme ça, devant la maison du maire, des drogués sont là, ils fument à visage découvert. Le maire n'a pas la force pour quand même... Alors justement, vous dites quelque chose d'intéressant, Georges Hérault, et je pense que la question que je vous pose, c'est en rapport avec l'un des titres que j'ai lu dans la semaine avec le journal Liberté. Pourquoi on n'a pas fait l'option d'une police municipale? Est-ce qu'elle ne serait pas plus efficace si la police était une police municipale? En fait, il faut toucher du bout du doigt la réalité pour voir le choix des choses. Bon, c'est une question, je pense que si les dirigeants de cet organe de presse connaissent ce qu'on appelle la police municipale, ils n'allaient même pas choisir cette option. Parce que quand on parle de police municipale, parle aussi du budget des communes encore, alors que les communes souffrent énormément en termes de moyens financiers pour pouvoir payer le personnel d'abord, l'exécutif, les conseillers. Il faut aussi former cette police municipale. Exactement. Et aujourd'hui, si on demande aux communes, OK, organisez-vous, allez aux polices municipales, ça va être des corvées pour nous. Mieux que l'organe central puisse mettre à notre disposition des unités administratives telles que les commissariats aujourd'hui pour nous aider à faire notre travail. Mais en matière de célérité, est-ce que vous pensez que l'option unité administrative, police municipale, qu'est-ce qui est plus en matière de célérité? Ici c'est l'option la meilleure. Aujourd'hui, avec l'expertise, avec la logistique, avec, comme il a dit, en fait, sûrement les unités ou bien les directions régionales de la sécurité vont forcément travailler avec les communes bénéficiaires pour pouvoir trouver des places. On sait que ce n'est pas gratuit quand même, pour pouvoir trouver des locations, des bâtiments qui vont abriter ces commissariats-là. Ça, on est d'accord. Maintenant, pour ce qui concerne la logistique... oui, mais en cela, l'État pouvait déployer des moyens pour pouvoir quand même approvisionner. Approvisionner. Oui, il est vrai. On a une délinquance qui est un peu sophistiquée aujourd'hui. Avant, les gens attaquaient à la machette. Aujourd'hui, les délinquants sont armés. Il est vrai. Il est vrai que peut-être, comme on le dit chez nous, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher facilement, ou bien vous voyez la chèvre qui marche facilement les grains de coton, vous allez dire que c'est facile.
Donc, mettez les grains de coton dans la bouche et vous saurez que ce que la chèvre est en train de faire, ce n'est pas petite affaire. C'est mâchoire. Après, vous allez m'enseigner ça à rêver et à l'utiliser. Ces mâchoires auront des problèmes. Non, en fait, aujourd'hui, c'est mieux que l'État prenne cette responsabilité financière pour pouvoir nous aider que de dire que les mairies aujourd'hui vont avoir la police municipale. Ce n'est même pas parce évident. que la police municipale sera formée sur quel budget? Les éléments vont être payés sur quel budget? Donc, les Comment budgets on va des les communes. équiper? Comment on va Alors les que équiper? les communes n'arrivent même pas à investir. C'est l'État qui nous appuie à travers les FACT, les fonds d'appui aux collectivités territoriales. Oui. Maintenant, si on nous demande encore ça, c'est encore ajouter des problèmes à nos problèmes. Parce que nous, c'est ça. C'est dit qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux et réaliste. Aujourd'hui, l'État, l'organe central, veut nous aider en mettant à notre disposition les agents de sécurité. Aujourd'hui, on peut parler des agents d'abord. Ensuite viendra les moyens de déplacement, de logistique. Oui, pour ce qui concerne le minimum, pour garder un commissariat, ils ne vont jamais vous le dire. Vous parlez peut-être de véhicules. Oui, ça c'est bon. Mais quand ce qui concerne ce qui va permettre à la gendarmerie de votre localité d'assurer sa propre sécurité, ils vont le faire parce qu'ils sont formés pour ça. En même temps, c'est aussi ça le défi là. On ne met pas une unité pour qu'elle vienne se sécuriser. C'est pour qu'elle sécurise la zone. Justement. Non, en fait, se sécuriser, puisqu'il parlait de déplacement, étant sur moto, ils sont en danger. Ça dit que c'est pour leur propre sécurité d'abord. C'est pourquoi je dis, vous allez c'est parce qu'on a aussi des délinquants qui ont peur des corps habillés dans d'autres pays où ils n'ont pas froid aux yeux. Vous les mettez à moto, vous-même vous êtes en péril. Exactement. Donc je pense que pour un début, pour nous, c'est d'encourager l'État à mieux faire. D'accord. Alors ici, comme vous l'avez dit, on aura donc besoin, avec ces nouvelles unités et commissariats, de recruter et d'une bonne logistique. Et tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et je ne pense pas qu'on va encore mettre un ordinateur sans UC sur la table d'un... Il y a les portatifs aujourd'hui. Oui, mais justement. Et les portatifs, quand même, doivent être sophistiqués. Il faut quand même aussi que les gendarmeries soient... comment appelle-t-on, de la connexion. De la connexion Wi-Fi, de la connexion Internet. Parce qu'aujourd'hui, ça va assez vite. Ça va très vite, de façon que le gendarme ou le policier qui veut aller traquer un délinquant, s'il ne sait pas faire, mais les jeunes là vont se mobiliser, vont se cacher quand même quelque part pour faire du mal à ce policier. Il va falloir qu'à partir de son ordinateur, le policier maîtrise la zone. Qui connaissent du moins la situation géographique de la zone, la situation géographique où se cachent les délinquants pour faire ça. Il y a les braqueurs, où est-ce qu'ils se cachent, où est-ce qu'ils coupent la route. Il y a tout ça là. Cela veut dire qu'on ne devait plus quand même aujourd'hui vouloir envoyer des policiers, des gendarmes, parce qu'on veut les envoyer. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution du monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même, puisqu'on veut sécuriser la population, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire? C'est à ce moment-là, moi, je souhaiterais que, comme vous l'avez demandé, qu'on fasse accompagner ou qu'on fasse du soutien aux nouveaux policiers, au commissariat, une police municipale. C'est-à-dire qu'ils vont travailler de concert. C'est-à-dire on va former, puisque ce sont eux qui maîtrisent, ils seront forcément du village, ou seront forcément natifs du milieu. Ils connaîtront, bien entendu, toutes les zones, tous les réseaux de ces délinquants-là. Bon, quelques têtes, 10, 15, 20, qui vont former une cellule à ajouter aux nouveaux policiers qui vont, en tout cas... Il a parlé du budget, parce que... Non, là, je ne parle pas forcément de la commune qui va s'en charger. Qui va payer la police. C'est ça que je dis, ce n'est pas forcément la commune qui va le faire. Je dis, l'État a déjà envoyé les policiers, la police, le commissariat là-bas. Maintenant, l'État recrute. Comment on le fait? Partout. Aujourd'hui, nos forces de renseignement ne sont pas seulement
des hommes qui sont formés, qui ont été à l'école militaire, qui sont formés. Concrètement. Ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que quand l'État envoie un commissariat dans les lacs 4, par exemple, et tout au total 15 policiers. Maintenant, à côté, il y a des jeunes qu'on va ajouter à ces hommes-là, que ça va faire 30. L'État prend tout ça en charge. L'État prend ça en charge en attendant que de jour au lendemain, la commune ou les communes... Permettez-moi de vous éclaircir un peu. Parce que quand on parle de la sécurité d'un pays, ça ne se négocie pas au niveau primaire. Mais justement, ce que je dis, je sais. Parce que ces jeunes-là, ils sont formés comme étant policiers ou bien comment? Non, c'est que... Ils vont les prendre comme ça dans la communauté pour dire, ajoutez-vous aux policiers. Non, mais c'est que quand on parle de la commune, actuellement, chez vous, il n'y a pas de policiers, je suppose. Oui, il n'y en a pas. Mais il y a des gens qui vous font la sécurité. Non, ce n'est pas de la communauté. Non, la communauté ne fait pas notre sécurité. Il n'y a personne là-bas qui vous fait la communauté. Ailleurs, ça se fait. Ailleurs, il y a des... Je dis, les services de renseignement ne sont pas seulement formés de gendarmes, de policiers, de militaires. Il y a des civils aussi qui font. Il appartiendra aussi aux autorités de pouvoir régler cette question. Moi, on va fermer la parenthèse là parce que il appartiendra aux autorités de réfléchir à cette question pour voir quel format. Non, mais ce sont des idées que nous sommes en train de donner, tout simplement. Quel format mettre en place. Pour éclaircir un peu la lanterne. Oui, parce qu'on va pas vraiment s'entendre là-dessus. Parce que, vous savez, quand on parle de la sécurité, il y a un certain nombre de préparations, de dispositions qu'on doit prendre avant que la personne même puisse servir comme étant agent de sécurité. Donc, si vous ne savez pas faire, vous compromettez encore votre propre sécurité en prenant n'importe qui pour la sécurité. C'est ce que je voudrais dire. De toute façon, on salue une initiative qui va permettre d'avoir un bon maillage territorial en matière de sécurité et on espère donc en récolter. Il va falloir forcément des collaborations. Oui. Les policiers là qu'on va envoyer seuls ne peuvent pas faire le travail. Il faudra forcément qu'ils collaborent avec des jeunes qui maîtrisent le milieu, qui vont les renseigner par rapport à un certain nombre de choses. En réalité, c'est ce que je suis en train de dire. Parfait. On va changer de registre. On passe maintenant à l'administration territoriale. 5 nouveaux lieux de culte ont été fermés pour nuisances sonores. C'était un arrêté signé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires qui donne les précisions selon la note signée par Payadoa Boupessi. Une demi-douzaine de lieux de culte ont été purement fermés. Les concernés sont l'église missionnaire de la grâce abondante du Christ à Legbasito, l'église Réveil du Christ à Toblekope, l'église Yesulagbe à Avepozo. Je suis chez vous là. L'église du ministère international de la vie Zoé du Christ 6 à Legbasito et le ministère évangélique tout-puissant 6 à Agoué à Siyeye. Pourquoi? Simplement parce que ces églises faisaient beaucoup de bruit. Pour parler du français simple, les populations en étaient exacerbées, ont porté plainte. Les autorités du ministère de l'administration territoriale ont tenté de ramener les pasteurs à la raison. Ils n'ont pas voulu comprendre. Eh bien, on a suspendu donc ces lieux de culte jusqu'à nouvel ordre. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui ont porté plainte contre Yesulagbe là-bas. Je ne connais même pas la position géographique de l'église. Oui. Mais je dis bravo. Si le ministre Payadoa Boupessi a véritablement voulu que les riverains aient le cœur tranquille. Je lui dis félicitations. Ce n'est pas souvent donné à Jérôme, mais quand c'est bien, il faut le dire. Et je crois que le travail reste encore beaucoup à faire. Si sur ce pléthore d'églises qui crient toute la nuit ou toutes les nuits, comme du jour, ils continuent de crier, si on n'a trouvé que 5, je crois qu'on n'a encore rien fait. Qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que je souhaiterais, le ministère a déjà pris une décision depuis très longtemps, que toutes les églises qui vont faire, ou pas seulement les églises, il s'agit même des moulins, des musées, etc., et
qui dérange des gens qu'on doit fermer. J'aurais souhaité que le ministre envoie sur le terrain ses agents que de laisser les riverains porter plainte. Parce que parfois il y a affinité entre certains riverains et les pasteurs là, ce qui fait que lorsqu'il y a S'ils ne sont pas gênés, il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce qu'un bruit ne peut pas gêner? Comment est-ce qu'à minuit, quand on revient du travail, très fatigué, très épuisé, on veut dormir et qu'on crie juste derrière votre maison, qu'on ne serait pas gêné? Il faudrait que, franchement, le ministre envoie ses agents sur le terrain. C'est très important parce que la nuisance sonore, ça devient une maladie. Ça devient une maladie. Et puis, qui m'en excuse, ces passeurs deviennent de plus en plus impolis. Mais c'est une réalité, ils deviennent de plus en plus impolis. Et lorsque vous voulez tenter... Mettons ça sous le coup de l'onction. Quelle onction? Lorsqu'on est tenté de venir leur dire de diminuer, ils vous diront... Vous êtes le diable. Là, ils vont dire vous êtes le diable, que vous êtes de la nature. Vous êtes de la nature. Et c'est ce qui est très mauvais. Et donc, fermer 5 églises seulement sur tout ce qu'on voit à Lomé aujourd'hui, c'est encore insuffisant. Mais dans tous les cas, c'est un exemple, un très bon exemple. Oui, il y en a déjà eu aussi d'autres qui ont été suspendus par le passé. Georges Hérault, dans la note du ministre, on lit que malgré les conciliations entreprises par la direction des cultes pour amener les riverains et les responsables des lieux de culte mis en cause à un meilleur vivre ensemble, ces nuisances persistent selon les riverains. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de comprendre. Dieu, c'est vrai qu'il vit au ciel, mais entre le ciel et la terre, physiquement, il y a beaucoup de distance, mais spirituellement, on n'a pas besoin de gourgonner pour qu'il entende. Dieu est partout. Hein? Samuel, je pense que c'est la Constitution qui a prévu la liberté à tout le monde. D'ailleurs, à son article 48, qui a voulu que la liberté d'autrui soit respectée. Je pense aussi que déjà le mois de juin, le ministre d'État avait pris une décision par rapport à la nuisance sonore et avait déjà averti les églises par rapport à ce phénomène. Je pense que de juin jusqu'à présent, ça fait pratiquement quelque chose de 2 mois ou bien 3 mois comme ça d'intervalle. Et nous voyons l'effet de ce qui se passe, la fermeture de certains lieux de culte pour nuisance sonore. Ma question que je me pose, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de fermer les églises par rapport à ça? 2 mois, est-ce que les sensibilisations, est-ce que même avant de prendre cette décision, les pasteurs ont été consultés sur un certain nombre de choses? Non, mais en fait, aujourd'hui, malgré les conciliations, malgré les tentatives... Je ne parle pas de la plainte des riverains. De façon générale, lorsque cette décision de juin devait sortir pour mesurer les décibels par rapport aux églises, est-ce que les pasteurs sont associés, sont suffisamment sensibilisés? Parce que vous savez, l'article 48, quand vous lisez l'alinéa, le premier alinéa même, il disait que la cohésion sociale, la tolérance et le dialogue doivent commander chaque citoyen envers l'autre. Ça veut dire que nous sommes ici et nous devons prôner la cohésion sociale. L'Église, vous devez savoir que c'est un acteur de socialisation. C'est un acteur très important dans le maillon de la gouvernance. Et vous devez savoir que aujourd'hui, la plupart des personnes ne sont pas radicales, tout simplement qu'ils ont compris que leur devenir n'est pas dans la main des gouvernants, que plutôt dans la main de Dieu. Et leurs frustrations sont renversées sur Dieu au lieu de se tourner ou bien au lieu que d'autres puissent les faire tourner vers les autorités en place pour leur dire: mais tiens, écoutez, si vous êtes en chômage aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait ceci. Si vous ne mangez pas bien, l'Église tempère les mécontentements. Exactement. Et c'est cette Église-là, quand vous voyez l'histoire, vous allez voir que l'Église a traversé des périodes comme ça. Et que l'Église est toujours revenue
en force par rapport à un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas dire sur ce plateau. Oui, mais en même temps, Georges, je voudrais rester un peu avec Georges. En même temps, on a compris, l'Église est importante dans la société, acteur de socialisation, vous l'avez dit, mais il y a un phénomène très concret qui est pointé du doigt. La nuisance sonore. Non, je ne sais pas si les acteurs de l'Église eux-mêmes comprennent que le bruit rend malade. Et même quand on reste dans une église où il y a beaucoup de bruit, on se rend malade aussi. Je voudrais revenir par rapport à ça. Vous savez, sur la base, sur le principe, chaque église fait de bruit et chaque église fait de bruit. Hein, oui. Par principe. C'est-à-dire que il y a des églises où ils ont beaucoup de superficie dans lequel, à l'intérieur, le bruit est contenu. Oui. Donc là, c'est normal. Moi, je pensais que aujourd'hui, le moyen est en train d'agrandir. Vous allez dans d'autres pays, il y a des zones dédiées où c'est dans ces zones-là, c'est là-bas si vous voulez faire église. On vous oriente vers ces zones-là. On s'éloigne de l'agglomération. Oui. Si peut-être le gouvernement peut aller à ce stade-là, moi, je pense que c'est encore meilleur. Mais aujourd'hui, si nous devons, parce que quand vous parlez des riverains qui portent plainte, etc., nous autres qui sommes, par exemple, à Limousine, on se pose beaucoup de questions. Parce que vous dormez avec les musiques et tout Lomé écoute. Hein. Tout Lomé écoute. C'est pas ça là même. On n'a même pas besoin de plainte. Vous dormez de 18h avec la musique et vous réveillez avant la fin de la musique. Déjà, même à 6h, la musique est aussi encore en rendez-vous. À Limousine ici, allez, vous allez voir. Là, vous promenez. Ce que dit Georges est très intéressant aussi parce que vous allez pas... Georges, je reviens quand je lis un peu les plaintes, quand on parle de plaintes. Vous savez, en matière de nuisance sonore, les églises ne sont pas championnes. Comment les gens arrivent à supporter les bruits des bars derrière leur maison, mais ont du mal à supporter les bruits des églises? Non, je suis en train de constater que Georges est un apprenti pasteur. Non, c'est pas affaire d'apprenti pasteur. Il faut le dire. Il faut le dire que je suis pasteur, c'est mieux. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. C'est-à-dire que, je l'avais déjà dit, que le ministre a déjà sorti des communiqués par rapport à la nuisance sonore. J'ai même parlé des musées, j'ai parlé des moulins. Il y a des bars. Ce n'est pas seulement les églises. C'est pour ça que je disais que sur tout cet ensemble-là, c'est 5 églises seulement qu'on a trouvées qui a encore du travail à faire. Parce que les plaintes sont venues concernant les églises. Oui, mais c'est parce que cela suppose pourquoi les gens ne portent plainte que contre les églises, mais ils peuvent supporter facilement un bar. C'est pas vrai. On ne peut pas supporter un bar. Je n'ai pas encore lu de plaintes où on est allé faire mais en tout cas. Il y a des gens qui font plainte, qui déposent plainte contre les bars. La preuve, dans la commune Golf 5, le maire Aboka n'avait déjà fermé. Par rapport aux plaintes des riverains. Donc cela ne veut pas dire que c'est seulement... Quel bar? Mais il y avait, comment appelle-t-on On ne parle pas de la période Covid. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça même que le maire avocat avait acheté son sonomètre. Sonomètre, justement. Donc je dis, cette histoire ne concerne pas seulement les églises. C'est tout un ensemble. Les bars, les moulins, la mosquée, les scieries, etc. Même les alus là, les scieries, voilà. Tout ça là, ça fait du bruit. Il revient à nous, les riverains, de porter plainte. Il nous revient de porter plainte. Si on porte plainte, il va falloir qu'on porte plainte, que le ministre n'agisse pas, qu'on va dire que on supporte le bar, on ne supporte pas l'église. Oui. Et moi, je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre... Parfois même, je me dis que les églises font moins de bruit que les bars. Les bars, c'est ce qu'il disait. Les bars qui... Quand vous allez à Limousine, les bars qui placent des baffes de haute gamme, de haute puissance. Et ça joue du matin jusqu'au lendemain matin. Et ça aussi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans ce sens, c'est que quand on va dans les bars, dans nos contrées,
je sais pas, il n'y a même pas d'espace sans bruit. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui viennent pour se récréer, mais qui ne veulent pas entendre de bruit. Donc, il n'y a pas d'espace réservé pour eux. Oui, mais justement, il faut avoir l'habitude. Quand on va dans un bar, enfin, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans le bar quand même. Mon salon me sert déjà de bar. Je vais passer à votre salon. Oui, il n'y a pas de souci. Viens, on va rester, on va causer. Moi, Oui. je ne suis pas un accro, Oui, un des accro bars, des oui. bars. Parce que je me dis que vous arrivez là-bas, vous allez trouver tout ce que vous ne voulez pas Oui, voir. oui. Tout ce que vous n'aimez pas, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris ma décision de rester souvent. Et je pense que c'est l'idéal. Oui. Giorgio. Ce que je ne comprends pas, vous savez, quand je parle de la cohésion sociale, surtout en ces périodes où l'extrémisme violent est en train d'envahir notre pays, vous mettez un certain nombre de personnes à dos, surtout ceux qui pensent que leur salut ne vient pas de vous. Et vous les mettez à dos, vous les mettez en sorte qu'ils pensent qu'en vérité, le gouvernement est contre nous. C'est dangereux. Non, mais non, la loi reste la loi. Je voudrais aussi dire, quand on parle de bruit, est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens que, mais si c'est par rapport à dimanche, oui. Mais si peut-être les veillées de prière, Oui, parce que c'est là là aussi pour le les problème. veiller, Parce que c'est pas pour le les dimanche, veiller, jour de culte, pour ce les- n'est pas des pour les- heures où les Là, gens là, sont le réveillés. problème se Là, pose on même comprend. pas. pour les veiller, Oui. là, je suis un peu d'accord. Mais ce que je suis en train de dire, parce qu'on parle de décibels, on ne parle pas du temps, de la période. Oui. Parce que quand vous parlez de décibels, de la nuisance, vous ne parlez pas de la période. Oui. C'est Donc, deux choses au différentes, moins- mais la période au moins, compte. au moins, si la période compte, expliquez aux gens. Parce que si on, Oui, je pense qu'il y jusqu'à- a nul jusqu'à n'est censé, présent- Georges, nul n'est jusqu'à censé présent- ignorer la loi. Et je jusqu'à pense qu'il y a un présent- test en ce sens. Oui. À partir de midi, vous arrêtez tout ce qui est bruit. Voilà. Parce que des gens rentrent pour se reposer. Vous pouvez reprendre à 14h30. À 21h, le moulin, tout ça, ça doit s'arrêter. Parce que les gens sont supposés avoir le calme pour aller au lit. Samuel. Donc, les armes et toto, on peut les faire, mais sans bruit. Samuel, ce que tu es en train de lire, moi je comprends, je le connais. Mais est-ce que le pouvoir, l'organe central, est-ce que le ministère a pris soin de pouvoir discuter et d'informer, sensibiliser les pasteurs? Nous ne devons pas dire qu'ils connaissent ce que toi tu Non, connais moi, aujourd'hui. moi, j'ai lu- Ce que je dis tout court dans la communauté ecclésiastique aujourd'hui, cette information est mal acceptée. Et les gens ne comprennent pas comment est-ce que, comme le dit Jérôme tout à l'heure, comment est-ce que c'est les églises actuellement qui sont fermées. Les gens ne comprennent pas, ils pensent tout simplement que c'est un acharnement Contre les églises. Oui. Et donc, ce que je dis tout simplement, c'est que le gouvernement, le ministre, n'a qu'à aller faire avec aussi des mains tremblantes. C'est-à-dire avec un peu de souplesse, avec ce papa-là qui peut-être frappe avec la main gauche, mais ramène avec la main droite. Il faut qu'on aille jusqu'à expliquer, effectivement, parce que tu viens de le dire, c'est un bon constat. Les gens, aujourd'hui, acceptent d'être dans les bars avec des musiques. Ces mêmes personnes-là, ce sont eux arrivés à la maison qui portent plainte contre les églises. Oui. Vous supportez ça. Alors que, comme je le dis, c'est dans la Constitution qui a été mise cette liberté d'autrui. Mais cette même Constitution dit dans son alinéa, que je cite encore, alinéa premier, qui doit y avoir, tout citoyen doit promouvoir la tolérance, le dialogue. Et quand on parle de tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. Oui. Et donc, je pense que oui. le ministre ne doit pas être sourd. Je ne dis pas que le ministre va être sourd par rapport à un certain nombre de choses, de plaintes de la population, mais au même moment, il faut aller à ce que les deux parties partent gagnantes. Moi, j'ai lu dans le communiqué que malgré malgré les conciliations entreprises, Oui. hein, et la direction des cultes même a fait des tractations pour ramener ces pasteurs à la raison. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obtempéré. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Vous faites des nuisances sonores. On a porté plainte contre vous.
la direction des cultes est arrivée à votre niveau, revoyez un peu votre manière de faire. Vous acceptez, le problème ne se pose pas. Vous n'avez pas voulu, c'est-à-dire que vous voulez défier l'autorité. Et c'est ce qui a fait qu'on a porté, on a fait. Non, moi, je dis, l'autorité ici n'a pas je dis, sur tout cet ensemble qu'on a cité, c'est 5 églises seulement qu'on a fait. Cela veut dire qu'il y a problème. Cela veut dire qu'il y a un souci là-bas. Cela veut dire qu'il y a un souci. Pourquoi est-ce qu'on, même dans la zone, on a fermé, par exemple, Yesoulagbe, il y a plusieurs autres églises qui feront peut-être la même chose. Et lorsque peut-être les riverains ont approché le pasteur, il a compris, il a obtempéré, il a diminué. Ou alors, lorsqu'on a porté plainte, le directeur des cultes les a appelés, ils ont dit, mais ils ont compris, ils ont changé leur manière. Cela veut dire que eux là, peut-être qu'ils sont arrogants, je ne sais pas, mais ils n'ont pas voulu obtempérer. Pourquoi? Je prends toujours l'exemple. Dans ma zone, avec Pozola, il y a des milliers d'églises. Pourquoi on n'a pas fermé tout et c'est seulement Yesoulagbe qu'on a fermé? C'est ça le problème. Cela veut dire qu'on n'a pas voulu peut-être respecter, et on a voulu défier l'autorité. C'est ça la conséquence. Alors maintenant, on va venir à quelques pistes de solutions. Vous savez qu'on veut construire un état de droit, et le droit, c'est la dictature de la loi. On ne peut pas ne pas respecter la loi. Qu'est-ce que... même si on dit qu'il y a une fixation sur les lieux de culte, parlons-en. Qu'est-ce qu'il faut que les pasteurs comprennent aujourd'hui par rapport à la loi sur la nuisance sonore? Vous savez, comme je le dis, en fait, nous sommes dans un processus de démocratisation de l'état de droit, et que nous savons aussi que la liberté d'autrui compte énormément. Et comme tu l'as dit, les bruits même causent des dommages à la santé, même au sein même du bâtiment, de l'église. De l'église. Je pense qu'il faut finalement aller à ce dialogue que je peux dire à tripartite, où d'habitude il y a les riverains, parce que vous savez, la CVJR a joué un rôle très important, très prépondérant dans la réconciliation de notre pays. Et vous savez, dans sa formulation, ou bien dans sa procédure, dans ses procédés, vous allez voir que c'est des gens qui écoutent. C'est des gens qui, à un moment donné, écoutent l'autre partie et essaient de faire la part des choses pour que tout le monde, qu'il n'y a pas un vaincu contre un vainqueur, etc. Donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons aller dans ce sens aussi. Avoir des justices transitionnelles, avoir des justices ou bien des points. Je crois qu'il doit y avoir dans chaque commune des points focaux qui quand même écoutent les gens et qui arrivent avec nos moyens. C'est-à-dire que la justice africaine a trouvé des astuces pour pouvoir mettre des gens dans leur société. Parce que vous devez savoir que les membres de cette église-là, ce sont des gens qui sont encore dans la communauté. Et qui vont aller faire des revanches, ou bien être revanchards vis-à-vis de ceux qui ont entre-temps fait qu'on a fermé notre église. Vous voyez, ça devient autre chose que ce qu'on peut imaginer. Je ne pense pas, l'autorité ici, ou bien le tutelle ici, la direction des cultes ici, n'est pas tellement mise en jeu. Ici, il s'agit de vivre ensemble, de la communauté. Et donc, c'est que l'autorité est là, on l'a saisie. Et l'autorité agit par rapport à un certain nombre de choses. Donc, je dis tout simplement que, dans ce sens on fait asseoir les trois, c'est-à-dire y compris l'autorité qui est là en tant qu'une autorité de régulation, et qui fait quoi? Et qui permet aujourd'hui à ce que, quand les gens vont partir, qu'ils partent convaincus que concrètement... Ce que vous dites est intéressant, mais moi je veux reprendre un aspect où on peut régler le problème en communauté. Vous imaginez par exemple que des riverains aillent voir, je dis, le chef du quartier pour lui dire telle église fait trop de bruit. Est-ce que vous pensez que les pasteurs, tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que
ne voilons pas aussi les choses. On connaît le genre de pasteurs qu'on a aujourd'hui, vont aller devant le chef, accepter qu'il leur dise, messieurs, réduisez le bruit. Pour éviter qu'on aille jusqu'à la direction des cultes aussi. Au fait, on dit toute autorité vient d'en haut. C'est dit que c'est dans la Bible qu'il s'est écrit. Et Jésus n'a donné que 3 missions qui constituent ce qu'on appelle la grande commission. C'est le fait d'annoncer l'évangile, former les gens au discipulat et baptiser les gens. C'est les 3. Est-ce que ça demande à ce qu'on fasse beaucoup de bruit? Je ne pense pas. Mais maintenant, il faudrait maintenant que les pères, parce que vous savez, il y a les syndicats des églises, hein, il y a des observatoires, etc., que ces personnes-là soient appelées par l'autorité et qu'ils puissent mettre un mécanisme de conscientisation. Parce qu'il y a certains, effectivement, tu peux l'appeler sous l'onction, mais il y a un certain nombre de personnes, à un moment donné, ils ne savent pas qui crie. Ça arrive. Vous prenez le micro, vous ne savez pas quand est-ce que la voix augmente. Et donc, quand vous parlez de décibels, je voudrais dire concrètement sur le terrain, est-ce que des gens savent que ce qu'ils ont augmenté, ça dérange les gens, jusqu'à ce qu'on porte plainte contre eux. Donc, il y a certaines personnes qui ont l'humilité en eux. D'ailleurs, quand on dit pasteur, c'est entre-temps, il faut l'avouer, hein, ce n'est pas tout le monde qui se dit pasteur, qui sont à l'œuvre de l'Éternel, hein, mais on doit savoir qu'il y a aussi des brebis galeux. Du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui sont vraiment pasteurs, quand on les appelle devant le chef du village, chef du quartier, et que même d'ailleurs quand le riverain les approche, c'est des gens qui sont prompts à s'excuser d'abord. Mais il faut aussi savoir qu'il y a certains riverains qui sont intraitables sur ce dossier. Ils ne vont jamais aller voir le pasteur. Ce sont eux qui portent plainte directement au niveau de, comment vous l'appelez, et ça devient caduc. Jérôme Sossou, comment pensez-vous que, parce qu'on a besoin aussi de vivre ensemble, on a besoin des églises dans nos communautés, elles jouent un rôle très important, puisque c'est d'elles qu'on parle aujourd'hui. Comment vous pensez que nos pasteurs, parce que je n'ai pas ce problème avec les catholiques, c'est souvent avec les églises éveillées qui pensent que c'est à force de crier qu'on atteint le ciel. Comment vous pensez que ces pasteurs doivent réagir aujourd'hui pour se conformer, pour qu'on vive ensemble dans la communauté? Non, c'est que moi je ne trouve pas de problème par rapport même à ça. Tout peut partir même de la maison. Moi, ma femme par exemple, chaque nuit, elle prie. Même parfois dans la journée, elle prie. Et quand elle prie, elle crie. Moi, je l'approche. Madame, si vous ne criez pas, Dieu ne va pas vous entendre. Baissez la voix, permettre à ce que nous aussi nous dormions. J'ai envie de vous dire que parfois elle crie, c'est pour qu'on entende que c'est pour nous qu'elle prie. Et ce n'est pas bien. Parfois, parce que tu n'arrives pas à prier. Tenez, parfois on est profondément en sommeil et que vous vous réveillez, vous sursautez du sommeil. C'est l'objectif. C'est la dame qui prie. Et ça énerve, même à la maison, ça énerve. Ça énerve. Parfois même, vous êtes malade, vous voulez vous étendre juste un peu. Je comprends les frustrations. Et puis, madame prie, et ça vous énerve. Pour votre guérison, hein. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'appelle madame, s'il vous plaît. Dieu n'a pas voulu qu'on crie avant qu'il nous écoute. Même tranquillement, dans ton cœur, tu peux prier et Dieu va vous entendre. Et donc, faites en sorte que chacun soit en harmonie dans la maison. C'est important. Si elle ne veut pas obtempérer, ça peut créer d'autres problèmes. Malgré le fait qu'elle est en train de prier pour toute la maison, pour tout le monde, mais ça va créer des problèmes. Maintenant, l'église qui est juste collée à votre maison, le pasteur doit savoir que il y a des moments que lui aussi il est malade. Et lorsqu'il va être sur son lit de l'hôpital ou à la maison, lorsqu'il est en convalescence, quelqu'un qui vient, ou les enfants qui viennent, ils crient. Il va sursauter de son... Il peut taper quand même des enfants. Quand on comprend comme ça la nature là, tout est simple. Oui.
Quand on comprend comme ça dans la nature, celui-là qui est juste à côté de toi, qui crie, qui sait que, à ce moment-là, si je crie, peut-être ça va déranger, il faudrait que je fasse doucement. Vous appelez à la responsabilité c'est ça. de chacun. C'est On a tout compris. simplement ça. Si on ne le fait pas, ça va créer des problèmes. Et le vivre le ensemble pire est est que menacé. le vivre ensemble, ça part de là même. Oui. Oui. Le vivre ensemble, ça part de là. Je dois rendre l'antenne. Le débat est très intéressant et je pense que chacun a compris. On est appelé à vivre ensemble et on doit tout faire pour cultiver. Il faut que ce chacun vivre soit à ensemble. l'aise. Merci Jérôme Sossou. C'est un plaisir. Merci C'est un véritable plaisir. Georges Hérault. Merci Samuel. Merci à tous. On se retrouve le samedi prochain.